Salutations, bienvenue dans DCP du ciné et des Potes. Yes. À toi, petit. Ouais, les gars, on est là. On ne fera pas plus d'imitations. Oh, peut-être. Hein. Pourquoi pas en vrai. Ça peut partir. Je sais à tout pas de moment. quoi l'avenir est fait, mon gars. Votre émission bimensuelle de cinéma avec votre équipe composée de Jérémy, Fred, Owen, et pour nous accompagner deux invités que vous connaissez que trop bien, Bassem et Fletty. Et ouais, c'est beau. On aime. Vous les avez jamais entendus ensemble, mais Ça va être le chaos. Hein. Deux trucs ça va être très bien, ça va être trop bien. Bass et Fletty sont là avec nous pour parler d'un film très gros sur un artiste très important. C'est sur le biopic de Michael Jackson par Antoine Fuqua. On dit Fuqua ou Fuqua ? Moi, je dis toujours Moi Fuka. je dis Foucault. Ou Fuka. Ouais. Fuka, c'est pas mal. Fiac. Mais ce n'est pas tout, car il y a eu beaucoup à voir au cinéma ces 2 dernières semaines avec du Gus Van Sant, du Toledano et Nakash, le retour de Gore Verbinski après 9 années, le réveil de la momie et Drunkhead Noodle. Oui. C'est pas mal. De Lucio Castro. Et pour conclure l'émission, le Joker a été confié à Bassem et Fletty. Yes. Ce sera le chaos. Ah, d'ailleurs, en plus, j'allais parler aussi des courts-métrages. Oui, j'ai oublié de noter également C'est vrai. que Bassem est revenu d'un festival de court-métrage à Berlin. Qui s'appelle Non, comment Dresde. Qui s'appelle comment Ah, là, tout oui. Le festival de Dresde. Et je rappelle que vous pouvez nous suivre sur Insta et TikTok et que vous pouvez retrouver cette émission sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. C'est un biopic dont on entend parler depuis très longtemps. Le film qui retrace la vie du roi de la pop est enfin sorti avec Jafar Jackson, le neveu de Michael, pour l'interpréter. Une campagne de com massive, des gens qui parlent... Non, des gens qui hurlent Pardon. Fallait que je le fasse. dans la salle et un retour presse mitigé. Ma Mais foi. qu'est-ce qu'on en pense ? Dans la vie, soit on est un gagnant, soit on est un perdant. Vous avez envie de travailler à l'usine comme moi toute votre vie? Non, monsieur. Ouais, ben moi j'en ai aucune envie. Vous êtes prêts à vous battre? Oui, monsieur. Plus fort, j'ai rien entendu. Vous êtes prêts à vous battre? Oui, monsieur. On y va quand tu veux, Michael. Un portrait détaillé de l'homme complexe qui est devenu le roi de la pop. Il nous fera revivre les performances les plus emblématiques de Michael Jackson tout en donnant un aperçu de la démarche artistique et de la vie personnelle de l'artiste. Menteur. Menteur. Encore une fois, le synopsis, il ment. Menteur. Aïe. C'est la grande déception qu'il y a avec la sortie de ce film, c'est qu'on attendait tous un film qui allait retracer de manière vraiment large la vie de Michael Jackson. Au final, on a un truc très charcuté et très très court, je dirais. Et très lisse. Mais Ultra surtout, lisse. C'est très lisse. Surtout qu'il n'y a aucune ambition artistique. Voilà. Alors, attends, moi je suis pas d'accord. Mais bref. Bon, mais après, toi aussi. On va développer après. Moi, j'étais avec un ami au cinéma et il m'a regardé, il m'a dit « J'ai rien appris de Michael Bah oui. C'est Bah oui. vrai, c'est vrai. En fait, tu serais sur Wikipédia, tu aurais juste lu ce qu'il a fait dans sa vie, c'est tout. Genre, enfin, le film ne t'apprend rien. Rien du tout. Autant écouter une compile dans ces cas-là. Oui, voilà, exactement. Non, mais moi aussi, genre, en fait, je sais pas, il y a aucune vision, en fait, sur la carrière, sur le personnage, il y a rien du tout, en fait. Genre, C'est c'est une édulcoré vision- au possible. Même aussi, en fait, on a vraiment l'impression, en fait, d'avoir le point de vue extérieur de toute cette histoire. Vraiment, en fait, c'est Michael Jackson comme on l'imagine, en fait. De fou. Bah, C'est le personnage, tu vois. surtout que le film est quand même produit par toute la famille Jackson. J'ai envie de dire, ils le connaissent quand même personnellement. Ils connaissent ce qu'est Michael Jackson. Ils en font rien. ». Alors surtout par John Broca. John Broca. Le producteur. Le producteur. Ah oui, pardon, excuse-moi. Regarde, Rhapsody et tout ça. Non, alors John Broca c'était le manager, c'est celui qui est interprété par Miles Teller. Miles dans le Teller. film. Oui, John Broca, oui, c'est l'avocat, tu as raison. Là, on est dans le film. C'est Ouais, ok. ce mec Qui produit le film, oui. Qui coproduit le film. qui a un contrôle sur l'image de Michael Jackson Exactement, ouais. à l'international. 100%. Là, en fait, c'est ça. Donc, si vous voulez le traiter sous l'angle de la légende et tout, il aurait fallu que la mise en scène suive. Et je trouve qu'il n'y a qu'un seul plan dans le film qui fonctionne comme ça, en mode vraiment iconisé et mettre ce mec au niveau d'un dieu vivant. Il n'y a qu'un seul plan qui réussit à le faire pendant tout le film. Sinon, le reste, c'est du téléfilm. Je suis désolé, il n'y a aucune ambition, comme tu disais, il n'y a aucune ambition dans la mise en scène. Voilà, c'est juste. Tu veux passer un bon moment? Viens écouter les musiques de Michael Jackson au cinéma. Alors, je suis d'accord que effectivement, malheureusement, le film peine à vraiment nous époustoufler. Il nous montre juste des trucs qu'on sait déjà. Mais pour l'info, en fait, la production de ce film a été très catastrophique. Notamment pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que Michael Jackson a eu des accusations de agression S. Ok. Ouais. Il faut savoir que au début, quand le film a été produit, le film devait s'ouvrir sur la polémique et se fermer sur la polémique. Mais en 1994, quand Michael Jackson a été accusé d'agression par Jordan Chandler, le gosse là, et son père Evan Chandler, donc Michael a payé une sorte il a réglé le truc à l'amiable en payant $20 millions.
Et il y a eu une clause dans ce contrat qui stipule que Jordan et sa famille devront ne jamais être mentionnés ou réapparaître dans un film ou quelconque, etc. Et c'est ça qui a fait que, alors que la production avait déjà commencé, que le film était quasiment fini, les producteurs se rendent compte que, en fait, il y a 40 voire 50% du film qui est illégal. Donc du coup, ils ont dû charcuter le film. Il se passe ça. Ça fait partie des nombreuses raisons pour lesquelles le film est Après, critiqué. tu vois, ils ont, comment dire, ils peuvent ne pas révéler le nom donc, de Chandler, c'est ça, la famille Chandler, mais ils peuvent très bien quand même parler de ça, tu vois. Ouais, genre, les évoquer. genre, c'est un peu, je trouve, un peu une excuse. Après, je trouve peut-être l'excuse qui marche, c'est que le film, du coup, va être en plusieurs parties et que les accusations, donc pour ces agressions sur mineurs, c'est arrivé après. Donc oui, peut-être que dans la suite du film, ils en parleront, mais je pense pas. Oui, mais au final, de quoi parle le film sur ces 2 heures? Ils parlent pas de ça. Il parle de son conflit avec son daron. Exactement. Et 100%. le truc, c'est que c'est un truc que tu as compris au bout de 20 minutes de film, et que pendant l'heure 40 qui suit, tu vas rester au même statu quo que de Michael qui veut avoir sa carrière solo, son daron qui est en mode « Non !» Et Michael, dès que son père vient le confronter, il sort de la pièce. Il y a aucun conflit finalement dans le film, parce qu'à chaque fois que le père vient confronter son fils se barre, et même la résolution du film se fait pas par une confrontation entre les deux, c'est à chaque fois de l'évasion du cœur même du problème. S'ils font ça, c'est parce que c'est lié en fait à l'image de Michael Jackson. Tu sais, genre, c'est un personnage qu'on a toujours montré, enfin un artiste qu'on a toujours montré comme tout timide, tout gentil, tu vois, qui veut faire de mal à personne. Du coup, on veut vraiment aussi le montrer comme ça dans sa vie privée. Alors que déjà de base dans sa vie privée, ce qui est intéressant, c'est que genre il avait même pas cette voix aiguë. Cette voix aiguë, il l'avait utilisée seulement lors de ses performances et lors de ses chansons. Donc vraiment, c'est en fait c'est la vie privée de Michael Jackson, mais avec le Michael Jackson de la vie publique et de la vue par les comment nous on le voyait à travers les concerts, à travers ses albums, à travers les paparazzis, etc. C'est un entre-deux très bizarre qui fait que tout est édulcoré, rien n'est vrai en fait, tu vois. Et là, ça, j'ajoute que, voilà, tout à l'heure, tu disais, en fait, le film, ça, c'est juste Michael et son daron qui ont un souci. Alors, c'est vrai, je confirme. Notamment, il y a une scène du film où, en gros, Michael s'énerve. C'est l'une des premières fois où il fuit, en fait. Et en fait, il parle. Et je me dis, mais en fait, ton souci, tu peux le régler comme ça. Parce que t'es déjà Michael, t'es déjà riche. Et le pire, c'est que son garde du corps, c'est ce qu'il lui dit. En fait, à chaque moment où une tension pourrait venir, en fait, si tu réfléchis 2 minutes, tu te rends compte qu'en fait, il n'y a pas vraiment de problème. Donc, malheureusement, j'ai l'impression, en tout cas, à la sortie de ce film, que le film a trop été charcuté. En fait, ça c'est pas assez consistant pour nous raconter un film qui parle vraiment de Michael. Ils ont vraiment choisi le seul problème, le seul axe qu'ils avaient, la seule intrigue, et sauf qu'elle a été vraiment traitée... Je peux ajouter juste un truc par rapport à ça, c'est qu'en fait, encore une fois, le film est contrôlé par John Broca. Et John Broca, c'est quoi son rôle dans le film ? Le garde du corps. Non, c'est l'avocat. C'est d'être l'avocat, ouais, c'est vrai. C'est d'être le gentil, c'est d'être le mec qui permet à Michael Jackson une carrière. Et en fait, dans toute l'imagerie de Michael Jackson, mais depuis la nuit des temps, le père Joseph Jackson, ça a toujours été désigné comme le méchant. Ouais, bien sûr. Et ça fait partie de la nuit des temps et de l'image de Michael Jackson, c'est que lui, c'est le méchant. Et du coup, ça suit ce truc-là, c'est que le Joseph Jackson, ça a toujours été le méchant, et John Broca, c'est le gentil. Après, juste pour rebondir sur ça, genre, c'était quand même un sacré connard. Comme ah oui, non, mais je dis pas que le contraire. Mais John Broca, bon, voilà. Oui, non, voilà, bien sûr. Oui. Regarde, je t'ai offert une peluche Mickey. Ah, merci, John. Oui, non, bien sûr. Ah ça, en fait, j'ai envie de dire que après c'est propre à tous les biopics, mais je trouve que c'était un récit un peu trop agréographique en mode les biographies ou les histoires où le personnage principal est trop glorifié. Et c'est trop et ça on le ressent déjà avec Michael. C'est comme tu disais, Bassem, il y a trop une vision épurée, lissée et vraiment très extérieure de Michael Jackson dans son intimité, ce qui le rend étrange. C'est bizarre, c'est paradoxal. Et d'un autre côté, il y a aussi John Branca, donc l'avocat de Michael Jackson, qui lui aussi, en fait, dès sa première introduction, oh, lui, il est spécial. Oh, je vais t'aider. Oui, je vais confronter le grand méchant. Je vais t'aider à t'en sortir. Oh mon Dieu. Et en fait, on voit que c'est trop lissé, que tout est contrôlé, épuré, et ça donne un aspect beaucoup trop artificiel, je pense. Les fans, enfin les gens qui sont partis voir ce film voulaient voir quelque chose d'époustouflant, qui allait nous montrer quelque chose qui sort de l'ordinaire vis-à-vis de Michael Jackson. Au final, on a juste eu Michael Jackson joué par son neveu, quoi. Quand tu donnes le contrôle total à la famille Jackson, c'est normal que tu aies un produit lisse, en fait. Là, j'ai regardé qu'en gros, le producteur vraiment principal du film, c'est Jermaine Jackson, qui est le grand frère de Michael.
Et l'acteur qui joue justement Jackson, c'est son fils. Donc il y a un truc un peu, un côté où, ouais, en fait, tu sens que ce qui est vraiment mais malheureux et encore hyper blessant pour l'image de Michael Jackson et pour tout le reste, c'est que, en fait, sa famille, ils font ce film pas forcément pour délivrer une image, enfin, pas pour travailler l'image de Michael ou en parler vraiment. En fait, ils le font comme une machine à fric, comme ça a toujours été le cas. Et en fait, c'est hyper dommage d'avoir un film comme ça qui est sans saveur, qui a aucun amour pour l'artiste qui était Michael Jackson, quoi. D'où l'idée que dès le début, en fait, quand on a vu dans la promo, par le producteur de Bohemian Rhapsody, t'étais en mode bon bah ok, ça va être le même film en fait. C'est juste ils ont mis tout ce qui a fonctionné dans Bohemian Rhapsody, ils l'ont fait avec Michael Jackson et c'est tout. Il y a pas eu plus d'idées que ça. Et quand tu vois, pareil, du coup j'ai vu, il y a 4 monteurs dans le film, il y a 4 putains de monteurs. Ah, c'est trop. C'est trop. Genre, et en plus, c'est pas des noms de merde. Hein. J'ai noté, il y en a un, c'était celui de Cameron dans les années 90. L'autre, c'est celui de Chazelle. Et il y a celui de Bohemian Rhapsody et un autre encore. Donc, tu vois, c'était vraiment un produit purement formaté. Et je suis désolé, franchement, en plus, le montage, il est pas bon, quoi. Ça t'aura beau mettre des grands monteurs, je pense que c'est vraiment la famille à la fin qui avait le dernier mot, quoi. Mais un truc intéressant, tout à l'heure, tu parlais de montage de plans, de mise en scène. Ce qui est drôle dans le film, c'est qu'à un moment, donc, il y a Michael Jackson qui demande à un caméraman de le filmer en plan d'ensemble, de filmer ses pieds. Oui. Trop bien, bonne idée. Mais le film ne le fait pas. Oui, c'est ça. Le film, il est drôle pas, putain. C'est vrai. Mais attends, mais il parle de ça dans le film, mais le film lui-même ne le fait pas. C'est assez drôle, en fait, de voir une leçon de cinéma, mais que le film lui-même ne le respecte pas, en fait. Donc ça, c'est... Et puis, moi, j'arrive au plus gros problème que j'ai, et qui était le même dans Bohemian Rhapsody, c'est pourquoi Michael, c'est un film à la gloire de Michael Jackson, pourquoi Michael était génial. Et la réponse du film, c'est parce que Michael est génial. 100%, ouais. 100%. C'est pourquoi il a un don. Et c'était pareil avec Freddie Mercury. Et pourquoi, en fait, Thriller, c'est incroyable? Parce que c'est incroyable. Alors que non. Thriller, c'est un album qui est un melting pot de beaucoup d'influences et beaucoup de mouvements musicaux. Je veux dire, il y a Beat It, t'as Billie Jean et Thriller, t'as... Human Nature, t'as... Voilà, mais en fait, c'est vraiment chaque morceau est un mouvement musical en soi, une inspiration. Et Michael Jackson, au-delà d'être un mec qui a eu l'idée tout à coup de faire le moonwalk, c'est ce que le film essaie de te faire croire, c'est un mec qui a beaucoup d'inspiration et qui s'inspire de beaucoup de choses. Il a eu Paul McCartney avec lui, il a eu SRV, il a eu Quincy Jones, juste réduire Quincy Jones, quoi. Bah, d'ailleurs, ce que j'allais dire, c'est que ouais, en fait, oui, il a eu l'inspiration, mais aussi il a été vraiment bien entouré. Et Quincy Jones, faut pas oublier que genre il a eu. Bon, après, on s'en fout de la véracité. Moi, je m'en fous en vrai de la véracité des choses dans les biopics, etc. Mais Quincy Jones a quand même eu une place super importante dans la création littéralement de l'image de Michael Jackson depuis Thriller, tu vois. Et au final, le film ne dit rien sur le rôle de Michael Jackson dans la culture populaire. Ouais. C'est-à-dire que toute la question d'un artiste noir qui devient progressivement blanc, il n'en est pas question. Tout le fait que Michael est un enfant artiste qui devient adulte, il n'en est pas question. Et quand tu regardes par exemple un Parfait Inconnu de Bob Dylan, un Parfait Inconnu prend une période très précise de la carrière de Bob Dylan, t'explique le contexte social, culturel tout autour, l'événement de la folk et comment Bob Dylan a métamorphosé la folk. Elvis, c'est pareil, on t'explique comment Elvis, c'est la métamorphose, enfin c'est l'assemblage de la musique noire et de la country et comment il a métamorphosé la culture américaine là-dessus. Et là, dans Michael, qu'est-ce que tu sais de plus sur la culture américaine? Et c'est ça qui manque en fait. J'ai beaucoup pensé à Elvis quand j'ai maté le film, mais je me suis dit, s'ils avaient réussi à trouver un réalisateur qui est peut-être pas aussi iconique, mais qui arrivait à cerner entièrement le personnage Michael Jackson, comme Baz Luhrmann l'a fait avec Elvis, ça aurait pu donner un truc de ouf, parce que, bien sûr, Elvis de Baz Luhrmann, c'est un peu un film fiche Wikipédia, mais en fait, le style de Baz Luhrmann est tellement en adéquation avec le style d'Elvis, que ça fonctionnait du feu de Dieu, alors que là, Antoine Fuqua, j'ai l'impression que c'est un yes man à qui on a dit, tu fais ça, et puis voilà. Après, peut-être le seul truc qu'on peut voir par rapport à l'impact culturel qu'a eu Michael Jackson, c'est peut-être le fait que c'était peut-être l'un des premiers artistes afro-américains qui est passé dans des émissions et des chaînes de radio de blancs. Mais ça, le film le dit une fois. Oui, il le dit une fois, bien sûr. C'est ça, c'est une idée, mais c'est jamais plus d'une scène. C'est comme le une moment scène, bien sûr, où il a sûr. sa maladie qui fait que la peau blanchit. Ouais, vitiligo, ouais. On te le dit une fois. Ouais. Voilà. En fait, c'est senti comme placé sur la table en mode regardez, on vous dit les petits détails de sa vie et c'est tout. C'est jamais creusé. C'est un film qui ne se creuse pas. C'est juste une surface et c'est pas un film qui est pensé comme un film, comme un biopic, comme on l'a dit. Dans le film, il y avait genre une checklist de ce qu'on sait de Michael Jackson. Voilà, il avait une maladie de dégénérescence de la peau. Il a sorti tel album à telle année. Il est passé. C'était le premier artiste. C'est le premier artiste noir qui est passé sur MTV. Blabla. En fait, il y avait une checklist de ce qu'on sait de lui. Et ils ont fait. Allez, on le met. Et en fait, on te fait pas ressentir, on te fait pas comprendre à quel point l'impact qu'il a eu a été monumental. Ça me fait penser au plan iconique dont tu parlais tout à l'heure, Jérém. Je vois très bien de quel plan tu parles, c'est quand il est dans la Manhattan, rue. Voilà, quand il est dans la rue. Ça, c'est le seul plan où je me suis dit, waouh. On est d'accord. Tout le reste,
Oh. Quand tu parles des fans, c'est drôle parce que du coup, ils vont s'attarder des fois sur des plans, genre des gros plans de fans, mais genre plusieurs minutes en mode, mais en fait, arrêtez quoi. Ouais, Genre, pendant c'est- les c'est concerts, il y en a nul, ouais. tellement. Et c'est vraiment, tu sens que c'est inutile. du remplissage. Tu te dis, mais putain, mais oui. Bah, en fait, je pense que, genre, bah, comme tu l'as dit, Fred, au tout début de la chronique, c'est que, genre, en fait, le film, c'est une machine à fric, mais aussi, c'est vraiment fait pour montrer une image totalement lisse et édulcorée de Michael Jackson. Surtout que, avec ce qui est passé, par exemple, avec la sortie du documentaire Living Neverland, qui parle de ces accusations de pédophilie de manière très crue, avec aussi, bon, bah, depuis MeToo, bah, voilà, on ressort les dossiers de beaucoup d'artistes, dont Michael Jackson. Mais en fait, ça permet un peu de compenser, en fait, c'est un peu le soft power de la famille Jackson pour se dire, bah non, en fait, regardez, il était gentil avec les gosses. Non, et puis au final, le cœur du film, c'est quand même la musique. Ouais. C'est donc 50% de scènes qui se passent sur scène. Ouais. Et moi, je me souviens qu'au moins dans Bohemian Rhapsody, il y avait un côté clipesque. Quand on faisait passer de la musique, il y avait un côté, on monte un clip. Alors que là, finalement, le film, quand il te filme Michael qui fait de la musique, bah, c'est Michael qui est sur scène, qui danse. C'est impressionnant parce que Jafar Jackson reproduit très bien les pas de danse, mais il n'y a aucune fulgurance de mise en scène. C'est quelques zooms, c'est quelques cuts très moches, et c'est beaucoup de plans sur des groupies qui hurlent. Mais t'en fais rien niveau mise en scène. Et moi, j'ai vu des retransmissions de concerts qui avaient plus de mise en scène que ce film. Justement, d'où là, il y a un gros défaut, c'est le moment où il fait le moonwalk. À la télé, ça a été diffusé tel quel en un seul plan, tu vois. Alors que là, il coupe, donc du coup, tu perds toute la sensation du fait de ouais, c'est impressionnant, le mouvement s'arrête pas. Alors que là, si, tu vois, t'as des plans de coupe. Ça, c'est inutile. Et autrement, je pensais à un autre truc, c'est que oui, d'habitude, dans des films comme ça, les chansons, ça peut être prétexte à des mises en scène de ouf, comme dans Better Man, comme dans Elvis, comme dans même comme dans une moindre mesure Bohemian Rhapsody, comme tu disais. Sauf que là, ça n'en fait rien. C'est inutile. C'est juste c'est là pour être là. C'est exactement ça que, en fait, je voulais dire. C'est que on donne notre avis. Hein. Bon, moi, honnêtement, je suis sorti, bon, pas déçu, mais un peu fatigué du film, parce que je me dis, ils auraient pu faire clairement plus. Et tout à l'heure, tu parlais de Better Man. En fait, je me dis, honnêtement, quand tu ressors d'un biopic, surtout qu'on parle du roi de la pop, on doit ressortir avec des étoiles plein les yeux. Et même si on parle ou pas d'une partie de sa vie qui a été controversée, on parle quand même de quelqu'un qui a littéralement révolutionné la musique et la culture mondiale. Donc, on aurait dû ressortir avec vraiment des paillettes, des étoiles dans les yeux, se dire, mais non, mais il est trop fort, moi aussi, je vais... Alors qu'en fait, je suis sorti beaucoup plus époustouflé et rêveur d'un film comme Better Man, alors que je ne connaissais pas vraiment Robbie Williams. Robbie Williams. Alors que Michael Jackson, c'est toute mon enfance, c'est le premier artiste que j'ai connu dans ma vie. Je ressors du film, je me dis, ah ouais, ok, super. J'ai envie de croire que dans la suite, ils vont peut-être aborder d'autres thématiques plus problématiques dans sa vie, hein, mais on sait très bien que non, ça va être lisse, ça va contribuer encore de nouveau à juste lisser son image, à la rendre positive. Et voilà quoi. Donc non, c'est dommage. C'est un produit qui, c'est vraiment l'image que les fans ont de Michael Jackson, ce film. Et c'est encore pas faut-il- Michael Jackson en lui-même. Ça qui est dommage. Je laisse. Et encore faut-il qu'il y ait une suite, comme tu dis, puisqu'en soi, compte tenu de tout ce qui se passe au niveau du Michael Jackson Estate, enfin de tous les ayants droit de Michael Jackson, en fait, il y a trop une machine à fric derrière, il y a trop d'argent qui se fait depuis sa mort, donc ils vont jamais mettre en place quelque chose qui pourrait leur desservir. Si jamais il y a une suite, la suite sera sûrement très lisse. Et n'ira pas cocher les attentes vraiment d'un public qui voulait en avoir plus sur un biopic comme pour Michael Jackson simplement. Ah bah c'est une page Wikipédia quoi. Et même si le film n'a pas de véracité, imaginons que le film n'avait pas de véracité historique, moi ça m'aurait pas dérangé, tu vois. Moi juste genre un film qui a un intérêt artistique d'exister. Le film n'a pas d'intérêt artistique d'exister en fait. Mais pourtant, il y a beaucoup de gens, de commentaires, qui disent que c'était la meilleure séance de leur vie. Et non, je te jure. Mais en fait, là, quand je suis allé voir Michael, c'était la séance du mercredi à 19h10 à MK2. Bah voilà, les gens faisaient hi hi, puis à la fin, ils allumaient les lumières, les lampes torches. En fait, ils se sont crus à un concert. Et ça m'a rappelé. Enfin non, en fait, j'ai vu quelqu'un dire "Waouh, c'est la meilleure séance depuis Minecraft avec le chicken, je sais plus quoi là." Chicken Jockey. Voilà. Ouais. Et en fait, je suis en train de me dire qu'il y a des gens qui n'ont pas l'habitude d'aller au cinéma, qui commencent à avoir l'habitude d'aller au cinéma pour ce genre d'événement-là, pour ce genre de approche de film, parce qu'il y en a plein, ils se disent oui, non, mais c'est l'expérience la plus proche qu'on peut avoir d'un concert de Michael Jackson. Je me suis senti. Nous, jeune génération, on n'a pas l'occasion de voir Michael Jackson en concert, alors là, c'est un peu notre façon à nous d'avoir du Michael Jackson sur des enceintes à fond les ballons. À la limite, aller mater une retransmission d'un concert de Bad, tu vois, c'est cool, mais
ça pose des questions sur la nouvelle approche du public Ouais. du cinéma, parce que là, visiblement, Universal, ils voient que ça cartonne. Ouais. Bah, ils vont refaire des films estampillés avec l'idée que voilà, tu vas pouvoir monter sur scène devant le film et faire le moonwalk et danser, tu vas faire C'est comme Bohemian Rhapsody finalement. Le film, il repasse souvent au cinéma sur des séances karaoké. Donc c'est vraiment un événement, quoi. mais reprojeter des concerts à ce stade-là, quoi. Mais moi, c'est juste, ça m'embête parce que je me dis que ces gens-là, ils vont commencer à croire que c'est comme ça qu'on mate un film, que ils vont aller voir des films comme Avengers, puis progressivement d'autres blockbusters et se dire, tu vois. Bah après, c'est très européen de voir les films comme nous on les voit, genre comme ça, juste on est posé sur notre siège à être tranquille. C'est un discours de vieux con, hein, je suis d'accord. Non, genre après, tu vois, si tu vas en Inde, genre les films, en plus les films sont faits exprès pour ça, c'est genre pour être. Genre c'est le bordel là-bas dans chaque séance, tu vois. Genre Ok. les gens hurlent, les gens applaudissent, etc. Et genre c'est. Mais après, oui, la question peut se poser par rapport à en Europe, ou en tout cas, ou même en Occident en général, sur genre bah nous on perçoit les films comme ça, et maintenant les gens viennent juste pour se divertir et pour juste genre penser que c'est un parc d'attractions. Mais voilà quoi. Alors oui, je suis surpris d'entendre ce que tu dis par rapport aux réactions. C'est la meilleure séance depuis Minecraft. Ouais, bon, déjà, je me dis, C'est une dinguerie, ça. Je me dis, ok, d'accord. Bon, maintenant, j'ai aussi une approche un peu plus détachée où je me dis, bon, mine de rien, c'est quand même aussi un accès pour une nouvelle génération à ce qu'a pu être Michael Jackson. Oui. Alors oui, c'est pas entre guillemets le meilleur accès. Enfin, ça dépend maintenant du point de vue de chacun, mais en vrai, c'est aussi une porte d'entrée pour des gens pour aller au cinéma. C'est aussi une porte d'entrée pour découvrir l'artiste d'une manière plus ou moins bien représentée. Mais dans tous les cas, ça reste quand même une porte d'entrée. Et derrière, ça se trouve, des gens vont creuser, d'autres ne vont pas creuser. Généralement, la grande foule ne creuse jamais, mais au moins, ça reste quelque chose qui nourrit la culture. Alors, bien sûr, on pourrait être des vieux réacs et dire non, c'est pas comme ça qu'on fait. Normalement, on doit regarder un film comme ça et dire telle conclusion. Sauf que non, en vrai, quand on fait de la création, on s'expose à la sensibilité de chacun. Et bon, malheureusement, il y a des gens qui ont kiffé Minecraft. Force à eux. Et trop bien. Écoute pour eux. Mais trop bien, disons que Sinon- voilà, c'est la vie, quoi. Sinon, niveau chiffres, Aimez ce que vous aimez, voilà. Exactement. C'est un peu Ouais. ça, Et Et qu'on- on va trop quand même, hein. Et Ouais. faites des pompes chez vous, parce que on sait jamais. Moi, ma critique Letterboxd, c'est surtout respectez-vous. Ah ouais. Voilà. ouais. 155 millions de budget pour ce film avec un box-office US estimé. Alors je dis bien l'estimation parce que le film n'est pas encore sorti au moment où on enregistre. Le premier week-end est estimé entre 65 et 75 millions de recettes. Et en ce qui concerne la France, donc là on a les chiffres du premier jour qui était donc le 22 avril, il a fait 285 679 entrées, c'était bien évidemment le premier des nouvelles sorties du jour et le deuxième meilleur premier jour de l'année pour l'instant. Ok. Ah oui, sans compter les avant-premières. C'est ça non, c'est tu vrai. comptes tout. Ah ouais Ah non, le premier jour tu comptes tout. Hein. Parce que moi, j'ai vu que Marsupilami, en comptant les avant-premières, c'est le premier, le deuxième, c'est Mario Galaxy, et le troisième, c'est Michael Jackson. Non mais faut pas. Ah oui. Donc dans ces cas-là, le troisième si tu comptes pas les avant-premières, si tu comptes les avant-premières pardon, parce que Marsupilami, t'es censé compter les avant-premières pour le premier jour. Donc troisième meilleur démarrage de l'année. Voilà. Voilà, comme on dit. On a encore beaucoup de films à traiter. J'ai essayé en vain pendant 2 semaines de me dire, faut que j'aille le voir. J'ai échoué à aller voir Juste une illusion, mais Jérém est un homme qui n'échoue pas. Et non, ouais, parce que je l'ai vu même 2 fois, parce que bah c'est pas souvent que mes parents ont envie de voir un film, donc du coup je suis allé le revoir avec eux. Et pour eux qui ont connu cette période des années 80, milieu des années 80, ils ont trouvé que c'était vraiment une bonne replongée dans ce milieu, enfin dans cet univers-là. Et ils se sont vraiment ressentis comme des sensations comme ils ont eu à l'époque, avec vraiment il y a eu un gros travail au niveau du décor, au niveau même des incrustations sonores et visuelles. Ils ont essayé de faire beaucoup de choses qui ressemblent à cette période-là. Et puis même en général, je trouve que c'est un film qui fonctionne super bien. Genre c'est pour moi le meilleur Toledano Nakash depuis Le Sens de la Fête. Donc il y a vraiment eu pour moi un gros travail en termes... Enfin, c'est sympa. Je le rapprocherais d'un Nos Jours Heureux dans le sens c'est des tranches de vie sur une certaine période, sur une période donnée, avec que des séquences qui sont là pour l'émotion, des séquences qui sont là pour faire rire. Et tout fonctionne très très bien quoi. Donc vraiment il y a... les acteurs sont bons. La dynamique, elle est cool entre Cotin et... Franchement, ouais, fonctionne super bien. Louis Garrel, pourtant, je suis pas le mec qui apprécie le plus Louis Garrel dans le cinéma français, mais il fait une bonne performance, il est drôle. Camille Cotin, bon, on le sait déjà, mais elle est très drôle dans le film. Et puis les deux jeunes, là, c'est des très belles révélations. Donc non, il y a tout qui est ouvert pour moi, et franchement, ça mérite d'être vu. Et c'est comme tu disais, le genre de film qui va marcher parce que ça parle d'une certaine période, donc les années 80 en France.
une certaine classe aussi, donc j'imagine Ouais. que le public peut se sentir visé, comme tu dis, tes parents en fait. C'est ça, en fait, je pense qu'il y a plusieurs générations. Il y a la génération qui va vouloir voir comment c'était à l'époque, les parents qui vont emmener leurs enfants voir ça, etc. Enfin, je pense que c'est un film qui peut rejoindre beaucoup de générations dans une même salle. Et On m'a dit qu'apparemment dans ce film on sentait la patte de Nakache et Toliano. Est-ce que selon toi on la ressent vraiment? alors paradoxalement, je dirais que dans le film, j'ai trouvé un mix entre de l'amour ouf, leurs enfants après eux, etc. Enfin, vraiment beaucoup de choses qui n'étaient pas du Toledano Nakache justement. Il y a beaucoup d'idées de plans qui pour moi sont reprises des trucs genre l'amour ouf, leurs enfants après eux, même dans l'utilisation de la musique. Donc paradoxalement, c'est peut-être le moins Toledano Nakache que j'ai pu voir. Dans leur thème et dans leur côté good vibe, tu le ressens. Mais dans leur mise en scène, j'ai l'impression qu'ils ont essayé de faire différemment, mais je trouve qu'ils se sont un peu trop inspirés de tout ce qui est l'amour ouf, et donc du coup son enfant spirituel, leurs enfants après eux. On m'a juste parlé d'un caméo assez saugrenu dans le film, Oui, alors oui, le caméo est très drôle en effet. Voilà, j'ai rien dit, on dit rien. Je dis allez rien, le voir. mais le caméo est très drôle. Il est un peu... Oula. Je sais pas, mais j'imagine. Ah non, oula. Ce que j'aurais imaginé Orelsan. Non, le caméo des réalisateurs des dans le film. réalisateurs. Eux-mêmes. Dans un truc un peu olé olé quoi. D'accord. C'est ça, hein. Voilà, c'est ça. Et donc, voilà, petite anecdote personnelle, du coup, mes parents habitent là où il y a quelques séquences qui ont été tournées, et donc du coup, j'ai pu voir le tournage quand il avait eu lieu. Et franchement, de se dire, waouh, c'est la rue de mon enfance au cinéma, j'étais en mode, waouh, c'est exceptionnel. C'est beau. Félicitations mec. C'est pas mignon ça. Ok les gars. Alors, il y a quelques jours, on a posté un choisi entre deux films où Fred devait choisir entre deux réalisateurs et il s'est avéré que son réalisateur préféré c'est Gus Van Sant. Et il m'a tellement saucé que du coup je suis allé voir La Corde au cou avec Bill Skarsgård. Oui. Premier truc que je dirais les gars, si Bill Skarsgård continue comme ça, il m'inspire beaucoup le Johnny Depp des années 90. Oh, pourquoi Voilà. Bah parce que personnage très costumé en couleur à la ça et personnage très froid, très réel dans La Corde au cou, mais pourtant des similitudes dans les jeux d'acteurs. Tous les deux des personnages à mi-chemin entre très comiques et très terrifiants. Je pense que c'est un grand acteur. Je pense qu'il a vraiment une carrière de malade qui l'attend. Ok. Faut qu'il continue de faire les bons choix par contre. Oui. Mais autrement, moi j'ai trouvé ça très très bien La Corde au cou personnellement. Et j'ai été surpris notamment par la fin, lors des images d'archives, le nombre de changements qu'il avait opérés en fait. Et je me suis dit, en fait, est-ce qu'il a modifié l'histoire vraie ou pas à ce point? Parce que je m'en suis pas renseigné dessus, mais est-ce qu'il a tant modifié l'histoire vraie que ça ou pas? Que ce cas, c'est le tout premier cas en 77 qui a été vraiment médiatisé, où il y a beaucoup d'archives de vidéos, on a pu le voir dans le générique. Et du coup, ce que j'aime beaucoup dans le film de Gus Van Sant, c'est qu'il va pas forcément se concentrer que sur un point de vue. Par exemple, moi j'ai adoré un après-midi de chien avec Al Pacino, voilà. Mais ce que j'aime beaucoup plus dans La Corde au cou, c'est qu'en soi on a trois visions. On a beaucoup la vision des médias, on a la vision de Domingo. C'est ça son nom? De Skarsgård. De Coleman Domingo. Domingo. T'as à la fois la vision de la radio, la vision de la télévision, la vision donc de Bill Skarsgård, et c'est assez cool parce que ça se mixe bien, ça se marie super bien. Je trouve qu'en termes même de montage, de rythme, de fondu, c'est-à-dire ça se passe quand même, je crois, sur 2 jours, 3 jours sur cette prise d'otage, mais tout est bien fluide, tout est bien vraiment intégré, et je trouve ça vraiment fort comme jeu. T'as le point de vue de l'otage aussi, avec son rêve à un moment qui apparaît, donc tu passes vraiment beaucoup de points de vue, mais l'ensemble se fait avec beaucoup de fluidité, beaucoup de finesse. Tout en restant très haletant comme film. Mais voilà, après Gus Van Sant, il s'est toujours intéressé à des affaires médiatiques. Elephant, voilà, en soi, ça parle de Columbine, qui a été un cas hyper important aux États-Unis. Et là, c'est la même chose pour La Corde au cou. Il avait aussi fait Milk, qui parlait je crois, un sénateur qui était gay, joué par Sean Penn. Et donc voilà, on sent que c'est toujours Gus Van Sant et qu'il arrive vraiment à se mettre au service d'un moment historique aux États-Unis, ce qui s'est passé en 77, quoi. Après, dans le reste, le jeu de Bill Skarsgård, j'arrive jamais à dire son prénom. Pas mal, franchement pas mal. Sans plus? Si, non mais pas mal dans le sens, t'arrives à la fois à être assez terrifié par son jeu et en même temps avoir une espèce de sympathie pour lui. Moi je trouve le casting en général super bien en fait, même Coleman Domingo, je trouve qu'il est très bon dans tout ce qu'il fait, donc c'est peut-être un des seuls points positifs de Michael, donc franchement voilà. C'est vrai que c'est le seul point positif de Michael, on en a pas assez parlé, mais ouais, totalement. Parce que Coleman Domingo défonce tout. Qui joue le père de Michael. Moi j'avoue, il joue trop bien lui.
De fou. J'ai l'impression qu'on n'arrive pas Bah, à dire grand Mais non, mais parce que- En fait, c'est juste un bon film, quoi. c'est assez classique. Hein. Voilà, ça reste assez classique, mais c'est un bon film, en fait. C'est juste, allez le voir. Je suis pas sûr que ce soit le Gus Van Sant qui restera dans les annales, mais c'est très solide. Mais c'est vrai que je préfère un après-midi de chien. Ok, pourquoi Voilà. À la mission de développer, pourquoi tu préfères un après-midi de chien? En fait, j'aime beaucoup la résolution d'un après-midi de chien. Je trouve que le film, il développe vraiment toute une notion genre de... Le syndrome Le- de Stockholm, un peu. Ouais, mais en fait, Al Pacino, il est désespéré. Genre, dès le début du film, il est désespéré, genre... alors que Bill Skarsgård est déterminé, et du coup, tu trouves un peu plus de compassion et de dramaturgie chez Pacino. J'ai pas vu le film de Gus Van Sant, mais ouais, c'est vrai que la version de. Du coup, c'est Ciné Lumet, je crois. Oui. Ouais. Bah, c'est vrai qu'elle est incroyable. Même aussi, je trouve le moment qui est très beau, c'est quand il parle à au téléphone avec. Sa sœur, sa- je crois. Non, du tout, je crois que c'est sa meuf, hein. Ouais. Sa meuf, et genre, ouais, c'est un moment pur, tu vois. Ouais. C'est un moment pur. Mais juste la c'est une résolution... bulle, ouais, la résolution... Elle qui- est dure, elle est dure. Voilà. Elle est dure, elle est dure. Parce Mais que- en gros, c'est un retour un peu brutal Ouais. de cette réalité, quoi. Bah, c'est surtout la méthode de la police. Ouais. Voilà. Alors que, justement, en regardant l'accord de coup, tout C'est le long plus du film... léger, je trouve. Oui, mais je me disais, pendant tout le film, il y a un moment, il va se faire avoir, tu vois. Genre là, on lui dit, oui, vous allez avoir l'immunité, mais... Que là, au Ciné Lumet, il arrive vraiment à te resserrer la chose. Ouais. En plus, je pense que l'accord de coup, c'est vraiment un huis clos, donc on reste vraiment cloîtré dans l'appartement. Là, au Ciné Lumet, il joue sur ce côté où à la fois t'as Al Pacino qui est dans la banque, c'est une banque, Oui. hein, qui est un peu aussi à l'extérieur, qui est médiatisé, qui est dans la voiture. Enfin, peu à peu, on resserre les lieux et on a envie d'y croire. Effectivement, on a envie Ouais. de croire. On va se dire, bah c'est bon, il va réussir à s'en sortir. On a la sympathie des otages, on a la sympathie de tout le monde. Ouais. Et en plus, dans la version de Lumet, Al Pacino, vous savez où est-ce qu'il veut aller pour s'exiler? Il va en En Algérie. Algérie, voilà, on le savait. Voilà. Yes. Ouais, je suis content, tu vois. Si on regarde la comparaison, effectivement, l'accord de coup est peut-être un peu plus léger. Plus t'en ressors avec un petit sourire au coin. Oui. Là où tu vois un après-midi de chien, t'en ressors vraiment Abattu. un après-midi de chien, quoi. Ouais, mais bien sûr. Film suivant, c'est un film d'horreur. Et si ça s'était appelé Le Retour de la momie, j'y serais allé. Mais sauf que c'est le réveil de la momie. Ouais. Parce que le retour de la momie, ça sera dans 2028. Ah oui. Donc ça veut dire que c'était un préquel. Non, je pense que c'est Lee Cronin, il s'est dit, vas-y, je vais faire mon film dans mon coin sur la momie parce que j'ai envie. Alors moi, j'ai cru voir quelque chose, mais c'était un fake. C'est qu'en gros, le réveil de la momie, ça fait partie de l'univers de Evil Dead Rise et qu'ils sont en train de créer une espèce de multivers d'horreur chelou. Oh, j'espère pas, putain. Ah bah J'espère ouais. pas. Est-ce que j'ai le droit d'intégrer les Prochaunes à ce multivers? Genre, je vais faire un film Les Prochaunes, je vais dire, c'est dans la saga Evil Dead. Ah, j'espère pas. Mais en vrai, du coup, tu sens la patte du réal. Alors ça, il y a un truc qu'on peut pas lui reprocher, c'est que Lee Cronin, il a une patte qui se voyait déjà dans Evil Dead Rise, et là, on la retrouve. C'est que vraiment, ce mec, je pense, qu'il fait une attaque cardiaque s'il fait pas une demi-bonnette à 3 plans sur 4. Enfin, vraiment, le mec est fan des demi-bonnettes, et c'est vraiment super bien utilisé la plupart du temps, parce que généralement, dans le même plan, il arrive à mettre le mal et la personne qui voit le mal ou qui va être attaquée par le mal dans le même plan en ayant les deux nets, donc je trouve que c'est souvent très pertinent la façon dont il utilise ça. Après 2h15, c'est long. C'est trop long pour ce que ça veut raconter. Pourtant, les personnages, je trouve qu'on s'y attache assez facilement. Les effets, un peu comme dans Evil Dead Rise, fonctionnent très bien, les effets gore. Mais c'est juste, ça manque de rythme. C'est juste, ça manque de rythme. C'est pas assez péchu. Les éléments d'horreur sont peut-être pas assez présents, ou en tout cas pas assez fréquents. Parce que t'as une grosse séquence à la fin, mais avant, t'as pas grand-chose. Donc, je sais pas, il manque quelque chose pour que ce film atteigne vraiment ça passe, et j'ai envie de le revoir comme un Evil Dead Rise, parce que c'est pas un mauvais film, Evil Dead Rise, mais t'as envie de le revoir. Celui-là, je serais peut-être contre le revoir pour l'instant. J'ai l'impression qu'ils marquent beaucoup leur communication du film sur le gore, en fait, sur vraiment le côté vraiment extrême, non? Est-ce que c'est pas un peu ça le rêve de la momie? C'est que tu vas le voir juste pour vraiment voir quelque chose comme Evil Dead Bah, Rise? c'est ça, où c'était- c'est le même film, enfin c'est le même réel, il a toujours la même patte. Alors certes, c'est dégueu ce qui se passe, hein, c'est vraiment, t'es pas bien, hein, mais pas au point d'Evil Dead. Evil Dead, je trouvais qu'il y avait des trucs plus sadiques. Ok. Moi j'ai une question, moi je vais le voir demain le film. C'est un film qui est plus horrifique ou plus gore? Ou c'est un bon match-up des deux? Horrifique qui tend vers le gore. Donc c'est plus horrifique. Horrifique au début et ça tend vers le gore sur la fin. Ok. Voilà. Moi, je trouve ça hyper intéressant qu'on mette la momie. Enfin, tu vois, pour moi, la momie, c'est un peu dépassé. Et le fait d'en faire un film en 2026, je sais pas s'ils arrivent à s'en sortir. Est-ce qu'ils arrivent, par exemple, à piocher des peurs humaines qui sont liées un peu à ce côté, tu sais,
de personnes enterrées vivantes, de trucs un peu liés Pas à ça, du pas du tout. Parce que je du pense tout. ce qui aurait été intéressant avec le réveil de la momie, c'est ça. Parce que en fait, je vais encore reparler David Dead Rise, j'ai l'impression de dire le nom de ce Non, film mais trop t'as de fois, raison. mais c'est le mal au sein de la cellule familiale, je pense, qu'il intéresse Lee Cronin, parce qu'il refait le même coup avec la momie, c'est vraiment, tu te concentres sur une famille. Et donc la fille, elle a été possédée, et il la retrouve des années après, il la ramène chez eux, et c'est ça qui se passe. Mais en fait, pour amener à tout ça, pour amener à ce plot de la famille dans la maison, t'as bien 45 minutes de film pour t'installer tout ça, ce qui est vraiment trop long. Moi, c'est juste le trailer, il m'a fait penser à l'Exorciste Dévotion. Oh non, Du coup, j'ai pas eu envie. pas ce film. Non, c'est quand même mieux que l'Exorciste Dévotion, faut pas déconner. Ok. Par contre, un autre trailer, Evil Dead Burn. On peut en parler, oui. Bah, juste en 2 mots. C'est dingue parce que quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai fait, mais ça se voit que c'est réalisé par un Français. Européen, un Français. Je sais pas pourquoi, parce que c'est un long plan, peut-être. Mais bon, les Américains, ils font des plans séquences. Mhm. Mais juste parce que l'actrice est française, non? L'actrice est française, c'est une actrice C'est qui... Sonia Yacoub, mais... Mais je sais pas pourquoi, j'ai senti direct qu'il y avait une patte européenne. Mais la C'est hype vrai. est là. La L'affiche. hype est là, l'affiche, dingue. Voilà. J'ai vraiment hâte. Allez, on laisse passer le retour de la momie, le réveil, on la laisse se rendormir. Et du coup, dans un souci de ne pas voir le même film que les autres, t'avais prévu d'aller voir Truly Naked, et au final, Je suis allé voir Drunken Noodles, qui est un film un peu... qui reste un peu dans la même DA. Bah, du coup, tu l'as vu, Jérém, mais je crois que Truly Naked, ça parle d'un homme qui travaille dans le cinéma pornographique, qui fait des films pornographiques. Ouais, ça parle C'est un peu ça. de la relation père-fils, ouais. Alors Et que moi, le je père me est suis dit, encore- allez, j'ai envie de voir un film qui parle de sexe quand même. Donc, j'allais voir Drunken Noodles, qui, en fait, je pense que la parfaite question qui peut résumer ce film, c'est quelle est la différence entre l'érotisme et la sexualité. Et je trouve que c'est un très beau film qui t'apprend ce qu'est l'érotisme à travers en fait plusieurs histoires que vit un personnage qui s'appelle Adnan, avec différents partenaires tout au long de sa vie. Donc Adnan est gay, hein, donc ça va être un film avec tous les hommes qu'il va rencontrer, que ce soit des hommes qui viennent d'un milieu social totalement différent du sien, que ce soit des hommes qui soient beaucoup plus âgés, ou même d'une relation vraiment amoureuse. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est qu'on sent vraiment toute la douceur un peu du cinéma indépendant. Vous voyez, le cinéma indépendant, c'est des plans d'ensemble, des plans qui coupent beaucoup moins, des plans qui tiennent, des plans qui respirent. Et ça, c'est parfaitement le genre de film que j'adore. Donc là, c'était exactement le cas. Et ce que j'ai adoré dans Drunken Noodles, c'est qu'il y a encore une espèce d'onirisme. En fait, c'est que tu commences un film qui fait très naturaliste par sa manière de couper, mais qui ne s'interdit pas du tout de bifurquer vers de l'onirisme. Et tu as des moments voilà, assez rêveurs. Par exemple, je spoil un micro-spoil. Il y a un des personnages qui avoue à son partenaire quelque chose qui lui arrivait quand il était petit, enfin quelque chose qu'il faisait quand il était petit par rapport à sa sexualité. Et il explique qu'il embrassait son grand-père quand il s'endormait. Où ça? Embrasser où ça? Sur la bouche pendant que son grand-père, en fait, pendant que son grand-père dormait. Bizarre un peu. Il l'embrassait sur la bouche. Ah oui, non, mais il avoue des choses un peu intimes, tu vois. Et en Sorcière, fait, à un moment dans ce moment du film, on comprend que son partenaire a une espèce de crise existentielle, qu'il est en dépression, qu'il n'arrive pas, il a pas le libido. Et en fait, donc, ce personnage principal, il se lève en pleine nuit et tombe sur son mec qui prend exactement la même pose que son grand-père. Et en une espèce de jeu un peu, voilà. Donc tu te dis, ok, bon, le mec essaye de... Le personnage remonte dans sa chambre et il retrouve son mec aussi dans le lit. Donc il y a tout un truc, en fait, où tu pars de, ok, attends, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vrai ce que je vois? Est-ce que c'est pas vrai? Et donc il y a plein de moments dans le film qui sont comme ça. Le film est conçu en 4 parties. Et toute l'histoire se base sur un vieux monsieur qui coud des scènes sexuelles hardcore gays, mais tout ça en fait à chaque fois c'est des chapitrages. Et en fait ce qui est ouf, c'est qu'à la fois en partant d'un truc hyper hardcore, hyper cru, hyper voilà quoi, hard, on arrive vraiment sur quelque chose de hyper poétique, hyper beau en fait. Et je trouve que le film est vraiment un parfait résumé entre, tu peux tomber sur des scènes mais genre hyper hyper choquantes quoi. À un moment, t'as des personnages qui rentrent par effraction dans l'appartement du personnage, qui se mettent à poil et ça part en partous, quoi. Donc il y a un truc hyper hard, mais en même temps quelque chose de hyper doux. On parlait de Gus Van Sant, le film se prend exactement la même idée qu'avait Gus Van Sant dans My Own Private Idaho, c'est qu'il te filme des plans, il filme des plans fixes, donc des personnages en train de coucher ensemble, mais qui sont figés. Et un truc hyper beau, non, c'est cool. Et c'est une vraie question, je me demande, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression, moi, dans tout le film que j'ai vu dans ma vie, j'ai l'impression que les films queer ou gays parlent mieux de l'érotisme et de l'amour que les films hétéros. T'as pas Et tort. je trouve que c'est une question hyper intéressante, et j'ai adoré ce film pour ça, en tout cas. c'est si Fred. Et je t'ai regardé intensément en voyant en même temps ton tatouage de la dame allongée, C'est nue. C'est Fred. C'est moi.
C'est lui. Et voilà, donc bonne découverte et vraiment cool. Et qu'est-ce que l'érotisme? Pour moi, ce film en parle bien. Bah, ça tombe bien parce que nous, on parle d'un film qui parle pas du tout de ça. On parle de quoi? De l'IA. Moi, il y a un mec sur qui j'ai fait mon mémoire quand même. J'ai écrit 60 pages sur ce gars-là. Ça faisait 9 ans qu'il n'avait pas fait de film. Donc forcément, quand il sort un film, bah moi, je suis hype. Je suis ultra hype. Surtout, il y a Sam Rockwell, ça parle de l'IA. Mais il y a une réalité, c'est que Gore Verbinski, dans ce film, n'a pas trop de budget. Il a 20 millions, je crois. Ouais. Et c'est Good Luck, Have Fun, Don't Die qui part donc sur un concept qui est trop cool. C'est un mec, en fait, c'est la 117e fois qu'il vient du futur pour, dans un diners américain, qui récupère des gens un peu au hasard dans ce diner en disant bon, bah ça va être mon armée. Venez, on va aller se battre contre l'IA. Ah non, faut empêcher Voilà. l'IA De se déployer. déployer, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Et du coup, bah moi je suis hype. Et en fait, c'est bizarre. Le montage du film est très bizarre. La façon dont la narration se déroule, elle est assez bizarre. Mais autrement, je trouve que il est très pertinent sur certains points. Et très vieux sur d'autres. Voilà. C'est un film totalement Verbinski-esque. Genre Ok. dans ses excès les plus absolus, dans son désir systématique de parler de tout et de trop de choses, avec une naïveté et un effet sale gosse qui le rend absolument irrésistible. C'est un film que je suis à la fois exaspéré à regarder et en même temps tellement heureux. Il y a des trucs qui me rendent fou de joie et des trucs où je suis en mode « Ah, c'est un peu dommage ». Genre typiquement, quand je te dis qu'il va créer son armée pour aller empêcher une IA de se déployer, en fait, concrètement, empêcher l'IA de se déployer, c'est de traverser 3 pâtés de maison Ok. pour aller dans une maison où l'IA est en train de se En déployer. gros, c'est des grands dangers dans des petites mesures. Voilà, en fait, c'est des grands dangers complètement n'importe nawak parce que créés par l'IA qui apparaissent. Et par exemple, il y a une créature. Ah oui, je vois laquelle tu parles, oui. Et quand je l'ai vue, pas forcément j'ai pensé au Kraken, j'ai pensé à toutes les créatures dégueulasses de Verbinski et je me suis dit c'est génial, c'est Mais incroyable. pour quelqu'un qui connaît très bien Verbinski, tu retrouves du Verbinski. Ah, ça totalement. reste. Mais cette créature aussi énormissime et merveilleuse qu'elle est n'apparaît pas trop dans le film parce que pas le budget. Ouais, faut pas trop péter le budget non plus. Hein. Mais en même temps, cette créature, mec. Il en rêve la nuit. C'est de l'érotisme, Non, non, c'est ça? et en fait, je disais, en fait, il y a beaucoup d'idées justement dans le film, notamment celle-là, en fait, c'est que les paroles des personnages vont avoir une influence sur ce qui va se passer dans le film plus tard, dans le sens où il y a des mots-clés qui vont être dits, et vu que tu as l'impression qu'il y a l'IA a déjà pris en partie possession du film De la réalité. et de la réalité, il y a quelque chose de l'IA écoute déjà ce que les personnages sont en train de dire pour pouvoir créer des trucs en fonction d'eux et pouvoir Perturber les perturber, personnages. voilà, les personnages, et je trouve ça super intéressant comme idée comme idée scénaristique. Et aussi, le film fonctionne sur des flashbacks. Mais c'est ça le truc, c'est un peu dommage. Moi j'ai une petite question. Est-ce que le manque de budget ça se ressent et ça impacte vraiment la qualité du film, ou plutôt malgré le manque de budget le film arrive quand même à se tenir et être bon? Si, il se tient, c'est juste que moi j'ai en tête le Verbinski engagé par Disney, tu vois. Genre le Verbinski qui te réalise le Pirates des Caraïbes 3 avec son IMAX de Maelstrom, de 2 bateaux qui se battent et de son giga hangar avec 1000 balles bleues. C'est ça, cool. Verbinski. C'est cool de voir Verbinski selon ses budgets différents, Oui. en fait. Ça te voit une autre façon de Ah. comment il met en scène, comment il trouve des solutions à ça. Ah bah oui, tout à fait. Puis ça reste un auteur super irrésistible et super fun à suivre. Et en vrai, les flashbacks découpent bizarrement le récit et font que le film est un peu foutraque niveau rythme. Mais il parle de trucs super intéressants. Genre par exemple, à un moment donné, il est question de... on est dans un monde où en fait les adolescents sont tellement fucked up qu'il y a des tueries de masse tous les jours. Et qu'en fait c'est commun pour des parents de perdre leurs enfants dans des tueries de masse et de les cloner pour avoir des versions alternatives de leurs enfants. Et sauf que pour permettre d'avoir ton enfant, il, une fois par jour, il va te faire une pub. Parce que t'as payé la version moins chère. Voilà. Si tu pas veux, mal, ça. si tu veux la Espèce version... de Black Mirror drôle. Voilà, si tu veux la version de ton enfant le plus près possible, il faut que tu payes très cher, mais si t'as moins d'argent, bah t'auras une version de ton fils qui va te dire tu peux me donner du Pepsi Cola, c'est tellement bon le Pepsi Cola. Ça revigore. Et est-ce qu'il y a l'option genre ignorer la publicité quand Non. c'est Non. ensemble Ok, bon. Non, c'est YouTube. Et en plus, Ok, merci, hein, l'État aide au financement de ce truc-là. Voilà, c'est des trucs comme ça, tu vois, et qui sont bien vus, quoi, qui sont fun, mais dans un mélange qui est parfois... Après, tu Un me, dis, digeste. tu me dis que c'est fun, mais je te connais, Owen. Est-ce que c'est fun en mode boomer? Parce que vas-y, Verbinski, il est vieux. Tu vois? Non, mais là, il me présente le truc. Moi justement en fait ma question va dans ce sens là, c'est
Vu le thème abordé, vu les parties pris, j'ai l'impression que c'est très réac, un peu les intelligences artificielles. maintenant, Non, parce que en vrai, mon époque, on se parlait pour de vrai. Non, il n'y a Non. pas tant ça que ça, c'est juste plus état de fait que critique. oui, et puis en fait, ça Ok, te dépeint ok. vraiment l'IA comme une alternative. Enfin, il y a tellement de choses qui sont plus simples avec l'IA. Et ce que dit le film, concrètement, c'est qu'à un moment donné, en fait, c'est tellement trop simple qu'en fait, tu t'empêches de vivre. Mais que l'IA, en soi, c'est... De toute façon, le but du film, c'est pas d'empêcher que l'IA va se déployer, parce que de toute façon, elle va arriver. Le but des héros, c'est de intégrer un module qui va sécuriser les excès de l'IA. Voilà. Est-ce que ce serait spoilé de développer un peu quels sont les excès de l'IA selon Verbinski? Bah, les excès de l'IA, c'est simplement voilà, que des étudiants ils soient tout le temps sur leur téléphone et qu'à un moment donné, si quelqu'un appuie sur le téléphone malencontreusement, bah, en fait, tous les étudiants vont se retourner contre cette personne et la déchiqueter en deux. Quoi. Ah ouais, d'accord. C'est du Très Verbinski, grande hein. hyperbole, quoi. Ouais. Mais voilà, c'est pas le. De toute façon, Verbinski, c'est pas un réalisateur de la finesse. Hein. C'est un réalisateur de l'excès. Ouais. C'est ce qui le rend, à mon sens, très appréciable. Parce que, voilà, les effets sont gros comme des maisons, tu les comprends très vite. Mais c'est fait avec beaucoup de sensations. Tout en ayant cette idée de burlesque que tu développais dans ton mémoire, je me souviens Oui. parce que je l'ai lu. Pareil, il y a des moments très burlesques dans le film qui fonctionnent très très bien. C'est le slapstick façon Verbinski. Hein. Après, moi, je trouve que quand Verbinski il essaye de tenter la finesse ou un peu l'étrange, moi, le seul film que j'ai pas vraiment aimé de lui, c'est A Cure for Life, Oui. que je trouve pas si fou et tu vois là, qui est pas forcément burlesque ou. Ah non, parce que c'est vraiment dans son style d'horreur, mais c'est vrai que quand il fait de l'horreur façon The Ring, c'est... Oui, là, c'est beaucoup plus poussé. Voilà, A Cure for Wellness, c'était un petit peu raté. Mais bon, son chef-d'œuvre absolu, pour moi, ça restera... Pirates Rango. des Caraïbes 3. Non, je te... Pirates des Caraïbes 3, c'est le plus bel excès. Rango, c'est le plus référencé. C'est un chef-d'œuvre. Ok. Et regardez Weatherman aussi, c'est vachement marrant. Ok. Voilà. On a parlé longtemps, je crois. 7 oui, minutes. oui. Ah ouais. Ouais. Ouais, Verbinski. On a développé un petit peu ce qui se passait dans le film aussi. Ça Tu va. nous transmets ta passion de Verbinski, C'est- mec. Oh bordel. C'est un de mes réals préférés, vraiment, ever. Ça hein. se sent, mec. Et, Ça se sent. Ça donne envie de regarder. De toute façon, j'avais vu la bande-annonce, je voulais le voir, le film. ouais. Mais Rango, tu l'as vu? Non. Ah, Trop bien, Rango. Faudrait que je regarde. Trop bien, ouais. J'ai rarement vu un film qui était aussi magnifiquement méta. Ok. Mais à un niveau pareil de l'excès, quoi. Mm. Parce que c'est un film qui est méta sur le western, parce que c'est un pastiche, mais c'est un film qui est méta sur la carrière de Johnny Depp telle quelle. Ah. En fait, c'est vraiment, genre, c'est le film pour comprendre la carrière de Johnny Depp. Oui, j'en avais entendu parler de ce Super film. Faut que je le regarde. Faut que je De le toute façon, regarde. Verbinski et Johnny Depp, ils sont liés. Ils sont- quoi. ouais, ils sont- Voilà. oui, Et il y a, chez Verbinski, il y a toujours ce jeu du cadre, du surcadrage, mais genre du personnage enfermé dans un cadre, sauf que Rango, c'est un personnage qui est Johnny Depp, qui est coincé dans un film. On est d'accord que Deux références. Rango, c'est le lézard. C'est le caméléon, ouais. là. Ok. Voilà. C'est merveille. Mais ça y est, on a fait le tour de nos films, les gars. Oui, oui. Mhm. T'as l'air du Joker. Ah ah. Alors les gars, Qu'est-ce qu'on vous a cook Qu'est-ce qu'on vous a cook C'est votre Joker et pour la première fois c'est un Joker commun. Faut savoir qu'on a eu un très très long brainstorming avec Bassem pour Tout à fait. trouver cette question Ouais. et qui est très liée aussi au film qu'on a vu et ce pourquoi on est venu, c'est-à-dire L'amour. L'amour. L'amour ouf. Non, l'amour. L'amour au cinéma préconçu. Ouais, t'avais une question, justement, petit. Je voulais savoir, est-ce que l'amour au cinéma, justement, est souvent dépicté d'une manière qui biaise les réflexions sociales sur nous et nos... Ouais, non, je rigole. Et notre rapport à l'amour. Hein. Alors, Bassem, je te laisse introduire le Joker. Vas-y, bah du coup en fait il y a deux questions qui se rejoignent un peu en fait. Oui. D'abord c'est est-ce qu'un biopic doit forcément coller à la réalité? La deuxième c'est... Il n'y a pas de deuxième finalement en fait. Je m'attendais à un truc tellement déconnant. Ouais, Et là, genre. là, vous avez balancé un sujet de thèse. Ouais, mais parce qu'en fait, c'est tout le propos qui peut être intéressant avec les biopics. C'est ce que, selon vous, un bon biopic, c'est forcément un biopic qui dépeint de manière très réaliste l'histoire de quelqu'un, Ouais. ou un biopic qui peut se permettre de dévier du sujet. Et j'ai envie de vous mettre sur la table un documentaire entre guillemets, enfin un faux biopic, comme ce fut le cas de Marty Supreme. Non, moi je te dirais juste, il y a deux biopics, en tout cas dans les musicaux que j'ai en tête. T'as le biopic où c'est la famille qui dirige, ou en tout cas des détenteurs de droits, et t'as la famille où c'est la personne en elle-même qui produit son propre film, genre Robbie Williams ou Elton John. Ma préférence va clairement dans une direction. En fait, c'est plus intéressant quand t'as un artiste qui a pas d'énormément d'ego, qui arrive à vraiment parler de lui avec ses parties sombres. Bah, moi, je pense directement à Better Man, où genre, tu vois, Robbie Williams, il a
totalement assumé sa part d'ombre et il l'a mis en scène. Là où Michael Jackson, il a plus son mot à dire. Il a plus son mot à dire et je sais pas s'il aurait voulu faire un film comme ça, Michael Jackson. Je pense pas. Ouais, moi, perso, je pense qu'il aurait été vivant, le film n'aurait jamais eu cette gueule-là. Mais bref. Je pense qu'il sais aurait pas. vu le chèque. Il aurait fait. Non. Non, je pense que Michael Jackson, je l'imagine bien comment lui il aimait le cinéma, Michael Jackson, ce Ouais, côté un peu se mettre en scène, fantasy, onirique. Je pense qu'il aurait adoré faire un truc, pas à la Betterman, mais un truc un peu qui s'en rapproche, un truc très science-fiction qui parle de lui. Genre Captain EO. Oui. Oui, mais genre, tu vois, en parlant à la fois de effectivement son rapport avec son père ou 100%. plein de trucs. Il aurait adoré faire un truc comme ça et pas du tout un truc aussi lisse, quoi. Moi, en ce qui me concerne, je suis d'accord dans la démarche où quand c'est un artiste qui est bel et bien vivant, même si on peut dire oui, c'est mégalo, c'est forcément biaisé, c'est lui qui parle de lui-même, en attendant, il va rajouter sa patte, qui sera une extension, une continuité de ses œuvres, au lieu que ça soit simplement des endroits qui sont très lissés, qui veulent à tout prix continuer à faire de l'argent, donc vont charcuter des choses qui auraient pu être peut-être controversées, mais qui auraient fait le sel de l'œuvre en elle-même. Mais après, la part du réal dans tout ça. Le réal, parce que lui, le réal, quand il fait un film, il est censé avoir une ambition artistique. Alors moi, personnellement, c'est comme Owen disait, il y a deux types de réels. Il y a le Yes Man, qui lui, il peut arriver en mode, vous savez, je sors d'école de cinéma, j'ai telle ambition, telle mission, 50 millions de dollars, tu fermes ta gueule. Oui, langage, tu te tais. D'accord. Et donc du coup, il fait un film très lissé. Et puis après, t'as l'autre qui arrive, le réalisateur qui a de l'ambition, qui arrive et qui dit, écoutez, j'ai envie de faire telle chose, je suis fan de tel artiste ou de tel personnage, je vais faire telle chose. Mais malheureusement, la puissance des ayants droit, ceux qui tiennent l'argent, fait que... Voilà, quoi. Moi, je pense qu'il y a le bon réal et il y a le mauvais réal. Les bons réels, le bon réel. Le Boréal, il filme. Le bon réal, il arrive sur le plateau. C'est un bon réal. Il voit un acteur, il filme. Ouais. Le mauvais, Il va Non. sur le plateau, il voit un acteur, il filme. mais Mais différemment. il est mauvais, quoi. Mais non, par contre, je pense à James Mangold qui a une approche très classique, donc très scolaire. Donc tu pourrais penser que c'est artistiquement assez pauvre, mais Complete Unknown, c'est très solide. Mais la question que je me pose, c'est aussi parce que vu que c'est le réal à la fin qui gère un peu le projet, bon, même s'il y a toujours, pour le cas de Bob Dylan ou pour le cas d'Elton John, enfin, genre quelqu'un qui est derrière, qui vérifie, le problème, c'est que dans tous les cas, il va toujours quand même se formater pour un produit. Et du coup, en fait, genre, si on l'inscrit dans sa filmographie, peut-être que genre, ça va être un peu une sorte de parenthèse où voilà, il a dû faire un film de telle manière parce que il devait le rendre de manière un peu édulcorée, entre guillemets, tu vois. Surtout avec des artistes qui ont déjà leur propre imagerie. Donc en tant que réalisateur, en tant qu'artiste toi-même, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu adoptes la patte de l'artiste dont tu retranscris la vie, ou est-ce que tu imposes ta patte à un gars avec qui ça ne va pas forcément matcher ? Tu peux faire un mélange des deux. Ça Aussi. peut être possible. Je sais pas, par exemple, moi j'ai pensé, ça me fait un peu penser au film de Steve Jobs fait par Danny Boyle. Mm. Genre il y a un peu la patte des, enfin genre bon, Bah. Steve Jobs était mort à ce moment-là, Non, tu vois. mais- Mais genre c'est un film c'est un film qu'il a fait, c'est un film bolien quoi, tu vois. Typiquement Social Network de Fincher. Ouais. Ou même aussi Napoléon de Ridley Scott, tu vois. Ah non, on on va y revenir. on va y revenir. Moi, j'ai pas vu la version longue de Napoléon. On en a bien parlé et c'est vrai que je crois que c'est 1h40 qui est rajouté en plus. Ouais, c'est dure 3h30. Et de ce que j'ai compris, la version longue tourne vraiment le principal intérêt du film, c'est la relation qu'il a avec Joséphine. Ouais. Donc à la limite, moi, je veux voir la version longue. Mais la version courte qu'on a vue, c'est de la merde. Non, mais C'est genre aussi- pas bien. Et ça, on peut aussi reparler tu sais, du fait d'avoir un regard. Moi, je trouve, par exemple, pour le cas de. C'est pour ça que moi, je suis en mode Napoléon, c'est un bon film. Parce que, genre, en fait, on sent qu'il y a le regard de Ridley Scott qui est présent, en fait. On le sent vraiment. Genre, en fait, il a décidé de faire un choix totalement radical, quitte à changer la réalité des choses pour montrer Napoléon comme lui il le perçoit. Et ça, je trouve, c'est ça ce qui est important aussi dans les biopics. Parce que, genre, oui, d'accord, tu dois retranscrire la vie de quelqu'un, mais vas-y, mets un peu de ta patte dessus. Après, dans tous les cas, si on part sur la question philosophique, qu'est-ce qu'est la réalité Non, mais vraiment. Sérieusement, on a tous une vision d'un artiste différente, comme on a une vision d'un objet différent. Enfin, donc Mais si t'as un c'est réalisateur ça ce qui qui est fait un intéressant. film sur un artiste, forcément, il aura sa vision à lui. Mais Tu ça, peux pas c'est lui intéressant. enlever. Mais c'est ça ce qui est intéressant. Et c'est ça que, qui genre, est horrible, c'est quand tu vois des yes man qui là pour le coup font Ouais. des films sans forcément avoir leur mot à dire, c'est triste pour le cinéma. Mais c'est marrant, Bassem, parce que là, tu as soulevé un type de biopic dont on parle pas trop, c'est le biopic historique. Ouais, Parce c'est que vrai. Quand tu regardes, mais on peut aller encore plus loin, hein, genre des biopics comme Alexandre de Oliver Stone, Ouais. ou très proche. Non, c'est pas un biopic, qu'est-ce que je vais dire Ulysse, l'Odyssée de. pas du tout Non, c'est pas pas un du tout un biopic. biopic. Ouais, on va trop loin, Et là. en plus, Ouais. ça va être de la merde aussi, j'annonce, mais bref. Ça, c'est une parenthèse. La taille qui est prise. C'est une hot La take. tech est prise, Tu vas te ça va être taire. enregistré, Tu vas te ça va taire. être publié. Tu vas te taire. Et moi, Tu vas je te taire. vous le dis, j'annonce. Il assume, c'est dire. J'annonce, je le dis, ça va être nul. Je t'assure, si tu sors du film et tu fais.
Tu me la ressors cet enregistrement, vas-y, y a pas de souci. Tu vois cette main? Ouais. Moi, je te le dis, ça va être éclaté par terre. Tu vas tendre la joue. Ça va être Tu- éclaté par Tu terre. vas tendre la joue. Après, on déraille du débat, mais Ouais. ça va éclater par terre. Bref, mais bref. Mais oui, du coup, les biopics historiques, alors j'ai en tête de Alexandre de Stone, Ouais. mais ça se fait pas tant que ça, je me rends compte. Bah si, sur des personnalités récentes, là, t'as De Gaulle qui a eu Oui, le droit. mais- ouais. Oui, mais En vrai, il y a la vachement et cool, hein. et il y en a un autre qui va arriver. Mais il y voilà. a- mais il y a déjà genre des archives vidéo. Alors que sur Napoléon, par exemple, t'as pas d'archives vidéo. C'est ça que je trouve intéressant, c'est comment genre sur De Gaulle, tu sais au moins comment il s'exprimait, tu vois. Alors Ouais. que là, on sait même pas comment s'exprimait Napoléon en soi. Mm. Si ça se trouve, il parlait comme un wesh wesh les gars. Hmm. Voilà. Mais après, par exemple, si on prend le cas par exemple de Social Network, on sait comment vit Mark Zuckerberg, Mm. mais pourtant, Fincher l'a un peu transformé pour l'adapter à son univers. Ouais. C'est très bien. Ouais. Et c'est ok. C'est parfait. Bah c'est incroyable Social Network. C'est très cool. Je vais pas dire que c'est incroyable non plus, mais c'est très très cool. Et du coup, au final, selon vous, un bon biopic, c'est. C'est d'abord un bon film pour moi. Tout d'abord, voilà, ouais. Tout Un d'abord. bon film avec un vrai regard. Enfin, Avec un réalisateur qui assume d'avoir son regard. Après, Voilà. comme on l'avait dit, donc Napoléon, le problème nous, qu'on avait eu à l'époque, c'est qu'on trouvait qu'il n'y avait pas un cadre, un angle assez clair. Et je pense qu'un biopic, tu peux pas parler de toute la vie de la personne. Donc effectivement, il faut avoir un angle, tout simplement. Là, le fait que Michael il soit arrêté en 85, c'est très bien. Mm. Mais après, le film est très lisse, donc bon. Donc je pense qu'il faut un angle, un réalisateur qui a une vision de Ouais. l'artiste. Soit il est vraiment fan parce que l'artiste est décédé, il arrive à représenter quelque chose qui est vrai. Soit l'artiste est encore en vie et là, ils travaillent tous les deux ensemble. Voilà. Moi, je dirais que l'idée de l'axe, c'est pour moi le b.a.-ba Oui. pour faire un film cohérent. Et surtout, tout à l'heure, on parlait de documentaires, de films, de biopics historiques. Et dans le cas d'un Napoléon, d'un Alexandre le Grand, ou d'un Gengis Khan, ou d'un Siddhartha Gautama, Bouddha, on a pas d'informations sur ces personnages-là, pas d'archives vidéo, mais on a, entre guillemets, ce qu'ils incarnent. Donc il y a forcément un thème qui peut ressurgir, et de ce thème-là, on peut ressortir un axe, c'est-à-dire, on peut ressortir un axe qui peut faire le sel du film. Il peut orienter le film vers quelque chose, et si derrière on a un réalisateur qui arrive avec une vision, il peut aller à contre-pied de cet axe-là, de ce thème-là, ou raconter quelque chose de nouveau. En fait, à partir du moment où tu racontes quelque chose avec ton film, tu nous emmènes quelque part, je pense que le biopic se tient. Ouais. Et bien sûr, comme c'est le principe d'un biopic, il doit quand même raconter des choses qui tiennent sur de la véracité. Il peut pas non plus raconter du n'importe quoi. Donc moi, je dirais, selon moi, un bon biopic, c'est un biopic qui est audacieux dans le sens où il a un parti pris, il va au bout de ce parti pris, avec une mise en scène qui est en phase avec l'imagerie ou ce qu'on connaît de la personne qui est représentée. Non, là, je suis pas d'accord. Là, on pourrait faire un biopic avec une imagerie qui a rien à voir avec l'image qu'on se faisait de l'artiste, mais justement, c'est ça qui est Bien sûr. intéressant. Tu vois? Bah justement, si on reprend le cas si on part dans le domaine des biopics musicaux, pourquoi c'est logique de faire un biopic qui a un lien avec l'imagerie de l'artiste? C'est que derrière, quand tu lances un biopic comme ça, en fait, il y a une fanbase, il y a une direction artistique qui est déjà connue. Donc si maintenant tu fais un film qui, en fait, est le contre-pied de ça, le problème c'est que tu vas tomber sur les fans, tu vas tomber sur les gens qui connaissent déjà l'artiste et qui vont se dire c'est quoi ça, c'est n'importe quoi. Ouais. Donc du coup, malheureusement dans ce cas-là, c'est plus logique de faire un biopic qui représente, qui est en phase, ou alors qui sublime l'imagerie de l'artiste qu'on connaît déjà. Après, la question se pose pas, je pense, quand t'as eu un artiste qui a eu tellement de biopics qu'au bout d'un moment, on a envie de se réinventer un peu, tu vois. Bon, par exemple, C'était le cas de Bob Dylan quand on parlait d'un parfait inconnu, où tu sais, il y a un biopic où ils ont pris plusieurs acteurs pour jouer Bob Dylan. Mais effectivement, dans le côté biopic musical, je suis d'accord, on peut essayer de se caler à l'image déjà médiatique que l'artiste a. Mais je pense que pour d'autres biopics, c'est toujours intéressant de tenter d'autres choses. Et là, j'essaie de réfléchir à des biopics un peu expérimentaux, qui essayent vraiment de se détacher totalement de ce qu'on imaginait de l'artiste. J'arrive pas à en trouver. Toute petite parenthèse par rapport à ce que tu disais, moi je pense que si c'est trop dans l'imagerie et que ça se complaît trop là-dedans, je pense que les gens parleraient d'ego trip, et je pense pas que t'aies envie que, en tant qu'artiste, on dise ouais t'as fait un film que pour toi, que pour... Enfin c'est un ego trip pur, un peu comme ce qu'avait fait The Weeknd avec Hurry Up Tomorrow quoi. Qui était complètement éclaté par terre. Mais oui, au-delà de ça, moi je reprends l'exemple de Better Man. Pourquoi je trouve que c'est un excellent biopic? Parce que bon, comme l'artiste est vivant, et du coup l'artiste nous narre son histoire avec un nouveau prisme, un prisme qui est la manière dont il s'est toujours vu, c'est-à-dire comme un singe dans son esprit. Et ça, je trouve que c'est finement mis en scène, c'est finement travaillé, et en soi ça reprend
des choses qu'on connaît de l'imagerie de Robbie Williams, mais ça rajoute une petite touche, ce qui fait que les fans de Robbie Williams, lorsqu'ils voient ce film, ils se disent pas mais c'est n'importe quoi en fait. Non, on retrouve des scènes, des choses qui nous ont marqué, des choses qui nous ont touché, qui sont en phase avec la direction de Robbie Williams, et à terme, quand on ressort de Better Man, en fait, si on est fan de Robbie Williams, on se dit je le comprends mieux, je me sens plus proche de lui. Moi, juste là pour rebondir sur ce qu'avait dit Fred sur genre un des films radicaux qui parlent de gens. En vrai, bon, j'en ai un en tête. Après, c'est pas vraiment un biopic, mais ça parle d'un artiste. Bah, c'est pas moi de Oscar Axe qui parle techniquement de lui. Enfin, après, bon, c'est un autobiopic, on peut dire, tu vois. Et il le refait à la manière de Godard. Il l'a fait, avec le langage de Godard, tu vois. Là, c'est intéressant. Je sais pas si c'est un biopic, je l'ai pas encore vu, mais il y a un film de Spike Jonze, c'est Being John Malkovich, où en fait, à la fois, à partir de la fiction d'un personnage qui ouvre une porte qui tombe dans la pensée de John Malkovich, on parle de John Malkovich. Donc voilà, j'essaie de trouver des formes un peu intéressantes qui puissent s'émanciper totalement d'un regard trop lisse, classique, quoi. Mais Fletty, je répondrais simplement à ce souci d'être près de l'image de l'artiste. C'est vrai qu'un artiste comme Robbie Williams a peut-être une fanbase moins volumineuse que celle de Michael Jackson, c'est-à-dire que plus tu as une grosse fanbase, plus il faut être prudent. Et que ce soit sur Queen ou sur Michael, le jeu qui a été fait, c'est le jeu de la prudence, ce qui rend le film très morne. Après, tu peux être prudent et faire un film avec une vraie ambition artistique. Tu vois. Bien sûr. Sans pour autant, entacher l'image. Oui, mais bon, quand c'est un film de producteur... Oui, voilà, bien sûr. Un biopic qui m'avait vraiment marqué, c'était Into the Wild en soi. Quand tu prends le film, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'Eddie Vedder a déjà un peu une espèce de similarité avec le personnage qui a vraiment existé. Et du coup, dans sa musique, il arrive vraiment à rejoindre ce qu'avait pu vraiment ressentir le vrai mec, quoi. Donc, je trouve qu'il y a des bonnes idées aussi dans la musique, dans la BO d'un biopic. Mais je me dis qu'un film comme les 4 films des Beatles, ça va être intéressant parce que, vu que tu adoptes 4 films qui ont chacun un point de vue, ça va permettre, en fait, par exemple, George Harrison s'est senti extrêmement brimé par le contrôle fric de Paul McCartney. C'est pas quelque chose qu'on évoquerait naturellement dans un biopic de Paul McCartney, mais je pense que si tu regardes le film point de vue George Harrison, c'est quelque chose qui va pouvoir ressortir. Et le fait de faire 4 films comme ça va être intéressant. Alors moi je trouve que l'idée est très très stylée, parce que c'est inédit, c'est original, c'est innovant. Mais par contre, je vois clairement le côté mercantile derrière, de faire 4 films, 4 points de vue différents, donc forcément pour 4 séances de cinéma différentes. Ils sortent le même jour ? Je sais pas. Mais en tout cas, il y a 4 films prévus. Parce qu'ils sortent pas le même jour, là, c'est vraiment pour la thune. Ouais. Si ça sort le même jour, ils sont morts. Non, ils sont morts. Si ça sort le même jour, je pense que ça va se casser la gueule, l'idée. Moi, je vous cache pas qu'il faudrait conclure, les amis. C'est vrai. Je suis d'accord. C'est que on en parle depuis 15 minutes, 20 minutes. On aime DCP. Le cinéma, il est pote. Ok. I wanna come down. Non. On va s'arrêter sur les. Ça y est, tout de suite, j'ai sorti les imitations. Vous voulez finir l'épisode? C'était un plaisir, merci beaucoup. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes Spotify, Deezer, YouTube. N'hésitez pas à suivre notre compte Instagram et TikTok. On poste beaucoup de reels, des informations, des petits jeux. Moi, je tiens à dire un truc. Guerre Invisible est disponible, allez streamer. Ah ouais, le mec il vient faire sa pub et tout, quoi. Parce que Fletty, c'est S grave. Exactement. Et il y aura un biopic sur S grave d'ailleurs. Et il sort Ah ouais. Et je vais vous montrer c'est quoi un bon biopic. Sam, t'as une actu, on y est? Ouais, festival en Allemagne. Ah oui, merde. Oh les bâtards. Oh non. Ah mais là c'est trop long. C'est pas Bah, est-ce que tu peux nous dire en 2 phrases comment était le festival? En vrai, c'était une semaine, c'est très cool. Et il y a un film allemand que j'ai vu là-bas qui s'appelle Bliferit 95, qui était super cool. Ils ont créé un nouveau dispositif avec un iPhone pour créer avec. Et tout a été filmé à l'iPhone. Et genre, le film, il est incroyable, le montage, il est incroyable. C'est un film queer. Fred, genre, ça m'a fait penser à ce qu'avait dit à Fred quand il a dit que les films queer parlent mieux d'amour que les films hétéronormés. Ouais. Bah, c'est vrai. Et c'était incroyable. Et si vous voulez, je vais essayer de vous le retrouver. Comme ça, je suis très chaud. Il dure 25 minutes, c'est incroyable. On partagera sur D'ailleurs, il a gagné le prix du meilleur film national à Dresde. Voilà. Je suis tellement désolé, on a tellement... Il n'y a pas de souci. Au moins, j'ai pu en parler de ce film-là parce qu'il était... Redonne le nom? Non, c'est Bleifrey 95. En gros, si on traduit en français, c'est Samplon 95. Okay. Mais Bleifrey. Ah, bah oui, je me disais bien. Bleifrey 95. Et donc, tu étais officiel de Dresde. Dresde, c'est pas Dresde. Non, mais c'est en Allemagne.
Dresden, on dit en allemand. Dresden. En allemand, Oula, Dresden. ça devient Ouais, facile, ça, Germain. du coup, vous pouvez retrouver l'émission. Je suis vraiment désolé, les gars. Y'a Moi, pas de soucis, y'a pas de soucis, y'a pas de il soucis. faut que je décolle après. Ah ouais, pourquoi? Wesh. Allez. L'érotisme, Owen. L'érotisme. On se retrouve dans 2 semaines, les amis. Allez, salut. Bisous, bisous.